Merci beaucoup. Donc, on a été un petit peu plus long que prévu, mais néanmoins, évidemment, on va prendre des questions. Donc, je vous invite à venir à la tribune, Michel et Mathieu. Et donc, voilà, la parole est à vous s'il y a des questions. Oui. Oui, j'aurais en fait deux questions. Une concernant les point of care dans les maladies infectieuses. Apparemment, avec ces diagnostics sur site, il est possible de diagnostiquer beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qui reste pour les laboratoires centraux? On a l'impression que tout pouvait se faire au niveau du point de traitement. Non, alors tout ne se fait pas au niveau du point de traitement. Encore une fois, l'idée pour l'instant, c'est d'avoir ce que j'ai appelé l'approche syndromique et de tester devant une présentation clinique d'un patient un certain nombre d'hypothèses, mais seulement un certain nombre d'hypothèses, un nombre limité d'hypothèses. Et le choix du nombre d'hypothèses, c'est premièrement ce que l'on peut effectivement tester ou non compte tenu de la technologie dont on dispose. On ne peut pas tester tous les microbes actuellement en un espace de temps de 1 à 3 heures. C'est un premier élément. Et deuxièmement, parmi les microbes pour lesquels on peut apporter une réponse dans un délai court, ceux pour lesquels la réponse va modifier profondément la prise en charge du patient. Donc, c'est les deux critères. Et donc, il s'agit encore une fois d'un nombre limité de microbes qui peuvent être testés actuellement dans ces point of care. Donc, il reste dans les gros laboratoires cœur. Tout le reste, c'est à la fois tous les microbes qui ne peuvent pas être testés en point of care, il en reste encore beaucoup, soit qu'ils soient fréquents, ce qui peut exister, soit au contraire des choses beaucoup plus rares pour lesquelles il n'aurait probablement pas tellement de sens à tester ça, si vous voulez, à proximité immédiate du malade dans un temps record. Ça serait probablement pas fonctionnel. Donc il reste encore énormément de choses dans le laboratoire cœur, avec ceci étant des allers-retours permanent entre les techniques qui sont développées dans le laboratoire cœur et les techniques qui sont utilisables proches du patient. Alors, j'aurais une deuxième question aussi très courte sur la dernière intervention que personnellement j'ai trouvée superbe. Il me semble que ça clarifie complètement le débat entre la médecine personnalisée, ce dont vous parliez, et puis la médecine stratifiée qui est un peu autre chose. Ces beaux modèles que vous avez présentés, en fait, est-ce qu'ils sont utilisés en clinique de façon courante ou est-ce que ce sont des modèles de recherche? Alors, donc il y a plusieurs éléments. D'abord, donc il y a plein de choses que je n'ai pas présentées en termes d'approche. Par exemple, dans l'infection par le VIH, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés pour la prédiction de la réponse potentielle en fonction des génotypes. Et ça, alors bon, tout le monde n'utilise pas ça, mais ça fait partie des choses qui sont disponibles sur le net, etc. Donc, dans le contexte de l'infection par le VIH, à ma connaissance, personne n'utilise pour l'instant ça vraiment, ce type de modèle en pratique. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire. Là, on est clairement dans le contexte de l'infection par le VIH, dans la recherche. En revanche, par exemple, les pompes à insuline de façon sous-jacente qui vont injecter l'insuline en fonction de la glycémie, c'est ce type de modèle qui vient gérer la quantité potentielle d'insuline qu'on injecte. Et le graphe, par exemple, que j'ai montré, donc c'est un papier issu d'un biostatisticien que je connais, qui, lui, a travaillé justement sur la façon ce type de modèle pour prédire en fait la glycémie qu'on va avoir dans le sang en fonction d'autres compartiments où c'est mesuré, parce qu'en fait avec les sensors, tout à l'heure on a eu avec les sensors qui vont mesurer en continu, en fait il faut qu'on soit capable de prédire les niveaux de glycémie ailleurs, et de glucose ailleurs, pour ensuite adapter effectivement l'insuline. Donc ça fait partie par exemple d'un exemple où ce type de modèle est utilisé. Mais mon point ici, c'est que bien sûr, je pense qu'on pourrait les utiliser plus, mais il y a encore du travail de développement à faire. Merci. Une autre question? Yes, this is a question for Matthews. While we already have, let's say, good knowledge that HCD
infection could be curable, 100% in some cases. We have the IL-28B phenotyping around for some time already. And there are still so many patients whose genotype is known, and these patients are warehoused, whereas they could be treated in the country as though it were not an infectious disease with transmissible disease. So I'm quite surprised that we already had the elements to make decisions, and we are still awaiting until we get the perfect treatment in possibly 10 years' time. What specific regions are you speaking of? Europe. So there's a real challenge in terms of re-educating and reorienting healthcare in Europe for viral hepatitis. In fact, most people infected with HCV on this planet are not aware of it. In fact, it's over probably 100 million that are unaware they are chronically infected by HCV. We live with the virus quite without symptoms and signs for an average of 13 years. And many of those individuals, even after coming to clinical attention, don't require therapy because their liver function is still intact. With some of the newer drugs, the promise is less side effects, but the current therapies are very difficult to administer. They're all still interferon-based, and there's tremendous side effects of depression, in some cases suicidality. Ribavirin is still part of the cocktail, and that is very deleterious to the bone marrow, specifically red blood cell development. So again, some of this is the lobbying effort of industry. Some of this is the experience that physicians have had where up until really very recently, 50% of their patients were failing. But it will change. Merci. Une question, Jean-Paul? Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans cette session, surtout avec ton exposé, Mathieu, mais pas seulement, c'est que ce qui apparaît clairement là, c'est que l'interdisciplinarité, c'est important pour faire avancer les connaissances, mais c'est aussi important pour avoir des objectifs de politique publique. Parce qu'en t'entendant parler, je pensais aux travaux qu'on peut mener par ailleurs, qui n'ont rien à voir, a priori, sur les effets des droits de propriété intellectuelle, sur le fait qu'il y a de la recherche en économie aujourd'hui qui montre comment l'idée que ce qui est bon pour l'innovation, c'est toujours plus de protection de la propriété intellectuelle, ce qui est absolument faux, et d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique, et comment il y a tout un travail qui peut être convergent avec le tien, parce que toi, et c'est pareil pour Michel et pour toi, Rodolphe, ça permet d'optimiser les traitements, si possible, dans un sens de plus grande efficacité à moindre coût, mais c'est totalement convergent avec d'autres travaux qui, a priori, n'ont rien à voir, mais qui posent ces questions de comment sont fixés le prix du médicament. Quand on sait que la prochaine molécule de Gilead, je crois que c'est Sofosbuvir, c'est ça, hein, qui va être mise sur le marché par la FDA, c'est $80 000 par course de traitement de 12 semaines, alors que, comme tu l'as dit, il y a très peu de gens qui sont traités actuellement, on voit bien qu'il y a un vrai problème et qu'on peut comprendre, même si nous, en tant que chercheurs, on n'a pas à se prononcer là-dessus, hein, on peut comprendre que Médecins sans frontières ait aidé les activistes indiens à attaquer la patente de Gilead devant, pour permettre d'accélérer le générique, hein, avant même l'AMM reconnu par la FDA. Et il y a des travaux qui ont été faits notamment par la Liverpool School sur cette molécule qui montrent que le coût marginal de production du même course of treatment est de l'ordre de $300. Alors d'accord, il faut amortir la recherche et le développement. Donc on voit bien là que des choses qui ont a priori n'ont rien à voir, je ne suis pas sûr qu'on se serait parlé ou que tu aurais parlé, etc. On a intérêt à se parler
pour faire avancer les connaissances, mais aussi pour agir ensemble dans une certaine direction. On a fait ça dans le combat sur le sida, hein, mais on a fait ça sur autre chose. Et je termine là-dessus. J'ai lancé aux 25 ans de la NRS cette idée en apparence saugrenue, mais qui est quand même peut-être pas si folle que ça. Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics, dans un certain nombre de pays, à commencer par le nôtre, ne se posent pas la question de mettre en place une compagnie, et pourquoi pas l'Union européenne, hein, de mettre en place une compagnie pharmaceutique, not for profit, hein, pour la satisfaction des besoins du Sud. Ça peut paraître une idée utopique, hein, mais pourquoi pas? En tout cas, il faut poser ça dans le débat public. Et on a des, voilà. Donc, voilà, je pense que ça c'est vraiment passionnant dans la session là, c'est qu'on a des choses à faire pour faire avancer les connaissances publiées dans les revues à comité de lecture. On est payé pour ça et évalué aussi là-dessus, mais on est aussi là ensemble pour mener des combats en commun. Et là, sur tout ce que vous avez, enfin, la question de l'accès aux médicaments essentiels, la question de l'accès au point of care, etc., ça va dans ce sens-là. Voilà. Oui, je suis bien d'accord. Je suis entièrement d'accord. Hein, il y a la techno stricto sensu et puis effectivement la capacité d'utiliser la techno et dans tout un tas des domaines, peut-être finalement dans les trois domaines que l'on a illustrés chacun à sa façon. Une limite actuellement, c'est la capacité ensuite des personnes qui en ont besoin ou qui en auraient besoin à accéder aux différentes techniques que l'on a vues. Et ça, c'est plus de la biologie, c'est plus de la médecine stricto sensu, c'est effectivement l'analyse de la façon dont les groupes de personnes ou les personnes individuellement se comportent, qui peut analyser ça et qui peut aider à faire en sorte que les choses vont mieux. Donc je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y a une nécessité absolue à faire se rencontrer ce que l'on appelle peut-être un peu rapidement les sciences de l'homme d'un côté et puis pour ce qui me concerne les sciences de biologie ou de la santé de l'autre. Il y a une nécessité de travaux en commun, de réflexion en commun pour un but, j'imagine, partagé qui est un mieux-être pour ce qui me concerne dans le domaine de la santé de l'homme. Merci. Ces derniers mots vaudront conclusion. Et donc, je vous remercie tous. Je remercie les trois intervenants. J'ai associé à ces remerciements, évidemment, Véronique Touvenot. Merci. For instance, what I